Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais je me souviens que dans les années 80, le discours ambiant était bourré d'appels à une révolution néolibérale, à un désengagement de l'État dans les affaires économiques, à une privatisation des services publics, à un amoindrissement de la pression fiscale pour les entreprises, à une glorification de l'enrichissement individuel, toute action qui devait permettre, et c'est l'équipe de Ronald Reagan qui avait employé pour la première fois la formule pendant la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 1980, qui devait permettre donc un ruissellement des richesses, des plus riches vers les plus pauvres, dans une espèce de mouvement descendant aussi hypothétique qu'illusoire. Et depuis 40 ans, nous vivons dans ce mirage, celui d'un État qui devrait déréglementer l'économie, baisser la pression fiscale des entreprises, favoriser la libre circulation des capitaux pour favoriser la production de richesses et ainsi réduire le chômage. Dans sa campagne de 2017, Jupiter voyait dans le refus de la France de s'aligner totalement à l'ordre néolibéral mondial une des raisons de ces difficultés. Pourtant, à partir de 1983, Mitterrand était alors président, souvenez-vous, un socialiste, les gouvernements successifs se sont rangés sous la bannière néolibérale, en reprenant l'appartenance au marché unique européen, en intégrant la zone euro, et puis il y avait eu aussi le fameux plan de rigueur de Fabius en 83. Et cela malgré des moments de résistance, comme la grève de 95 contre la réforme de la sécurité sociale ou des retraites, la mobilisation de 2006 contre le CPE de Dominique Villepin, les gilets jaunes depuis plus d'un an. Et depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron s'inscrit donc dans ce mouvement néolibéral initié par Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre il y a déjà 40 ans. La suppression de l'ISF, l'apparition d'une flat tax instaurant un taux fixe maximal d'imposition sur les revenus du capital participent de cette volonté. Et de fait, en remettant en cause le principe d'une progressivité de l'impôt, en maintenant sa politique de réduction des dépenses publiques, autre pilier néolibéral, en reléguant la notion de redistribution des richesses au simple rang d'une jalousie des riches, Jupiter donne des gages aux tenants du néolibéralisme. Il s'était présenté comme le champion des temps nouveaux, comme le héros d'une modernité moderne. Finalement, Emmanuel Macron ne fait que réactiver des recettes vieilles de 40 ans qui ont généré en plus des crises à répétition. Jupiter est un escroc. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou saison 31, réalisé et mis en onde par Tulip. Une bien belle équipe pour ce Caramel Mou hebdomadaire, quasiment la Dream Team caramelesque dans ce studio, hormis notre bon professeur Thibaut, retenu à la Cinémathèque de Toulouse pour les dernières projections d'Extrême Cinéma, le festival Extrême Cinéma qui se termine ce week-end. Eh bien, ils sont tous là. Ainsi, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous parlera-t-il du prochain concert d'un pavé dans le jazz de demain soir, mais aussi de la soirée dédiée à Pierrot Pépin. C'était la semaine dernière, soirée dédiée à Pierrot Pépin, soirée qui a eu lieu dans la semaine dernière à Mixar Miris. Salah Amokran est également là, de même que Manuel Pomar pour une nouvelle page art plastique. Quant à Lucas Lemoff, il nous dressera un état des lieux de la campagne municipale toulousaine, assez atone, il faut le dire en ce moment, à un mois du premier tour. Et puis nous découvrirons la première chronique de Margot Fête qui vient de se joindre à l'équipe de Caramel Mou. Bienvenue à elle. Son premier sujet, la fermeture programmée de certains collèges de la ceinture populaire toulousaine. Que du lourd donc ce soir.
Alors aussi, allons-nous commencer tout de suite par un petit moment de poésie. Un petit moment, 4 minutes, en apesanteur, simplement retenu par le fil de la contrebasse de Vincent Ferrand et la grâce de la voix d'Halima Hamel. Le répertoire de ce duo en construction commence à se faire connaître et à se faire entendre. 3 morceaux ont été ainsi mis en ligne la semaine dernière. De mon côté, je crois que je les ai trouvés sur Bandcamp. Et les concerts devraient suivre. Surveillez vos gazettes. On annonce déjà un concert à Tournefeuille le 2 avril prochain et une semaine à la CAFPO fin août. En attendant ces grands moments de poésie musicale à venir, écoutons tout de suite From This Day Force par le duo Halima Hamel, Vincent Ferrand, duo joliment dénommé by the Sket. Le Sket en arabe c'est le silence, donc traduction littérale par le silence. Jolie déclaration d'amour à la musique by the Sket. From This Day Force, c'est caramel mou et c'est tant mieux. From this day first, I will fall no more on your tomb. I will run in the wood with our songs. From this day first, I will think no more that you are in love simply with God. From this day forth, my Muslim lady, I will be getting at you from my garden. From this day forth, my Muslim lady, along the cypresses out there far away. From this day first, I will dust off my feet before laying down the flowers. From this day first, I will be the eldest of the sister of the mother who is still here. From this day first, my Muslim lady, I will be getting at you from my garden. From this day first, my Muslim lady, along the cypresses out there far away. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Toujours Caramel Mou, toujours Radio Campus, et c'est toujours Joe Kangourou de l'autre côté du micro. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. 2-3 mots sur ce qu'on vient d'écouter. Alima Hamel et Vincent Ferrand. Tout d'abord, merci de m'avoir fait découvrir, parce que je savais qu'ils devaient enregistrer, donc je suis vraiment ravi d'avoir pu écouter. J'ai confiance, enfin, sur ce que j'ai entendu, ça confirme, c'est vraiment de belles personnalités, et puis vraiment des gens qui ont vraiment beaucoup de choses à dire, donc sur ce que j'ai entendu, c'est très encourageant. On attend la suite, mais voilà. Il y a vraiment quand même que du bonheur, certainement. Quoi. Et on va attendre les prochains concerts. Voilà, la suite, ça va être de se précipiter dans une salle où ils seront programmés. Puisqu'on parle de concerts, on va discuter de 2 concerts. Un qui s'est passé la semaine dernière, un qui se passera demain. Voilà, bon, on va juste évoquer quand même le concert de demain, mais j'avais quand même envie de revenir, pas seulement sur la soirée, mais sur la journée de samedi dernier qu'on a vécu. Vous pouvez intervenir, parce qu'on l'a vécu un petit peu ensemble aussi. Un peu, oui. Un peu, donc c'est vrai que j'avais vraiment envie de revenir sur cette journée qui était exceptionnelle, vraiment très chargée à l'émotion. C'est vrai que la journée, on a dit adieu à Pierrot. Donc Pierrot Pépin qui nous a quittés il y a 15 jours, pour ceux qui ont manqué l'émission de la semaine dernière, qui lui était également consacrée. Et pour les plus jeunes d'entre nous, rappelez que Pierrot Pépin, trompettiste chez Boucan, trompettiste dans le Tigre des Platanes, dans l'Afrique moderne. Il fait partie de notre histoire l'histoire du jazz toulousain. Ouais. Et dans le rendez-vous était à 8h30 au crématorium de Cornebarieux, et c'est vrai que la foule était là. C'était assez incroyable. Bon, il y a du monde qui venait de partout, et le crématorium n'a pas pu rentrer tout le monde. J'ai envie de dire, tout le monde était là, c'est vrai, autour de la famille et des amis. Il y avait vraiment toute la petite famille du jazz, de la musique, de tout le spectacle vivant, en fait, tout ce qui est Pierrot Pépin, en fait. Et donc, j'ai envie de dire, il manquait quand même Marc Desmoreaux. Et bon, c'est évidemment, il était en tournée au Maroc, et il était très malheureux de ne pas être avec nous. C'est vrai que ça a été un compagnon un des plus gros complices de Pierrot. Voilà, oui, puisqu'ils jouaient déjà ensemble dans la formation de Didier Labbé. C'était vraiment, la compagnie Messieurs Mesdames, ils étaient déjà tous les deux ensemble. Voilà, donc tout le monde, il était une belle communion. Et donc, sur cette soirée, il y a eu d'abord des interventions, des discours très poignants. On ne va pas revenir là-dessus. Oui, de la famille. Quand même la mère qui a remarqué avec un certain humour que c'était sans doute la première fois que Pierrot Pépin faisait lever les gens à 8h15, puisque le rendez-vous était 8h15 au crématorium. C'est vrai que c'était un peu ça, parce qu'il y avait un mélange de colère et d'humour. En fait, tout était là. Tout le monde avait envie de célébrer à sa façon. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment de concert. Donc déjà, le premier concert, avec tout un tas de musiciens qui ont traversé sa carrière avec lui, autant dans Boucan que dans le Tigre des Platanes, La Friture, qui a joué quelques morceaux représentatifs. Et là, il y a eu un point d'orgue quand même. Je ne sais pas si on entend un petit peu en fond la musique que l'on un morceau qui s'appelle Rolando Alfonso, et il y a eu un moment où tout le monde s'est mis à fredonner a cappella ce morceau et c'était un moment assez magique. Je sais pas comment on l'avait vécu, là c'était un des points forts d'émotion, et il y avait, en fait, on peut entendre un petit peu le morceau, et tout le monde a repris ça. Ouais, ça c'est un morceau donc, du Tigre des Platanes qu'ils ont tiré d'un album de Don Cherry. C'est pas composé par Don Cherry, il suppose que c'est composé par Rolando Alfonso. Voilà, c'est un des très beaux morceaux. Voilà, donc ça a été évidemment de l'émotion. Et puis après, on se retrouve un petit peu le soir aussi, pour faire rapide. Donc là, c'était un petit peu pour évacuer à Mixar-Miris. Scène ouverte, tous les musiciens qui avaient un instrument sont montés sur scène. Et on a vu des choses et écouté des choses absolument étonnantes. Il y a eu de tout. Il y a eu un temps fort, évidemment quand Famoudou Don Moyer est monté sur scène et qu'il a joué avec tous les soufflants toulousains. Famoudou Don Moyer, le batteur et le percussionniste de l'Art Ensemble de Chicago, qui était sur scène à Mixar-Miris. Il faut dire que Pierrot, il y a quelques années, a joué avec lui. Il a fait le déplacement exprès. C'est une personne qui est quand même très âgée, qui a eu à la canne et tout, qui a tenu à être là. C'était quand même un très grand moment de musique. C'est vrai que par la suite, un petit peu, tout le monde a bu, tout le monde avait envie d'évacuer toute cette émotion. Et il y a eu des moments de musique. Toutes les familles musicales se croisaient un petit peu sur des bœufs. La musique n'était pas toujours là, il faut bien l'avouer. Mais en fait, ce qui était toujours, c'était le cœur. Ça faisait chaud au cœur de voir tous ces musiciens se mélanger, tout ça. Et ça a été... Bon, voilà, on est repartis tous avec le cœur gros. C'est ça, un petit peu. Gros. Donc c'était... c'était gros. Donc Pierrot Pépin n'est plus là. Mais après, c'est vrai que... Un coup de chapeau quand même à celui qui le remplace.
Ah, celui qui le remplace. J'allais dire aussi à Sébastien qui a un petit peu mené tout ce truc, Sébastien Sirotto qui a un peu été le chef d'orchestre de tous ces trucs qui sont passés, qui a mené ça, tout ça, parce que c'était... Et Nathanaël qui va le remplacer, qui s'était déjà prévu, il commençait à remplacer sur Boucan et sur le Tigre des Platanes, puisque le Tigre des Platanes joue ce soir dans l'Ariège et joue demain chez Pierrot, tout un symbole, chez Pierrot Artisan. Et puis qui va jouer avec Boucan. Et qui jouait la semaine dernière déjà à Valence. Donc ces groupes continuent. Voilà. Ces groupes continuent, voilà. Et donc, c'est bien comme ça. Donc un week-end un peu chargé. Et ce week-end qui va l'être aussi... Je suis désolé de plomber l'émission au début, mais après on reviendra à des choses plus joyeuses certainement. Et voilà, donc un pavé dans le jazz demain. Et demain c'est la soirée bridge. Bon, on fait régulièrement des soirées de bridge. Je rappelle que le bridge c'est les rencontres entre les musiciens de Chicago et des musiciens français. Et donc on découvre en même temps que le public ce qui va se passer, parce que c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment des rencontres. On en est à la combien? La 12e, c'est ça? Oh non, on ne peut plus, là, c'est le numéro 16, je crois. 16. Et donc là, l'instrumentation est très rigolote, puisqu'il y a 2 violoncelles, un sax, une cornemuse et les voix. Donc déjà, cette instrumentation est assez alléchante, et elle appelle un peu à curiosité. En tout cas, je pense que ça va être une super soirée. Et d'autant plus qu'on va retrouver Erwan Keravec et Gaspard Clave, qui sont des musiciens évidemment qu'on suit. Quand on va dans des festivals qu'on le retrouve à Baignade Interdite, à Jazzalus, qu'on les retrouve régulièrement. Donc c'est vraiment des musiciens qui donnent envie déjà pour cette soirée. Et puis après, en première partie, je voulais préciser quand même quelque chose. On ouvre la porte à 2 jeunes talents, des tout jeunes, de la nouvelle scène improvisée toulousaine. Voilà, c'est Sarah Brault et Marion Jo. Sarah Brault qui était venue dans cette émission il y a 3-4 mois en tant que programmatrice des activités musicales. Elle a multi-activité, mais elle est également musicienne et chanteuse. Du SIAM, de la Fabrique. Voilà, et c'est 2 musiciennes que j'adore parce qu'elles ont une audace, un culot incroyable. Elles ont des trucs et moi j'adore ça. Je pense que ça va être des gens qu'on va suivre pendant très longtemps. On va en écouter un morceau. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc là, elles sont pas forcément en duo, puisque c'est dans le cadre. Elles n'ont pas d'enregistrement en duo, mais donc c'est un morceau que j'ai tiré du disque de Baraka-Free, où elles sont un petit peu toutes les deux et qui donne une idée de ce qu'on va écouter demain. La Baraka-Free, autre gros groupe autour de ces 2 personnalités d'improvisation basé sur la fac du Mirail. Là aussi. Voilà, ils ont tous entre 20 et 22 ans. Quoi. Voilà. C'est vraiment des gens qu'on va suivre pendant un peu mois en tout cas. Très bien. Bon, on écoute ça tout de suite. Donc ce duo qu'on pourra voir en première partie de la nouvelle édition de The Bridge, donc ces concerts qui font se rencontrer musiciens de Chicago et musiciens français.
是一个的爱不是线了吗？我心里不是你们我是线，我都不是线嘛，我是阿宝也是线，我们是线嘛，那么是线嘛，也是线，我的我的路线线嘛，我们是线，我的那么样是线呀，我的一九的他是线嘛，哎呦我们这样的，我的路年轻的我的爱是线嘛，啊哎哎是哎是，哦我也是啦，啊我也是啦，是呀。La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Allez, vous l'avez compris, ce soir, il n'y a pas beaucoup de temps, plein de chroniqueurs, plein de choses à dire. On va passer tout de suite à la prochaine chronique, au prochain papier. C'est Salam Okran qui est juste à ma gauche. Et ce matin, on se posait la question de savoir de quoi il allait être question ce soir. C'est vrai que la municipale toulousaine n'est pas emballante, on n'a pas grand-chose à en dire. Et donc, Salah. Bon, alors je vais pas être non plus beaucoup plus gai. Non, mais en fait, j'avais vraiment envie de parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'arrestation de Redouane Kil en Algérie la semaine dernière. Donc, Redouane Kil qui est en Algérie depuis 6 mois. Il s'est exilé pour échapper à un verdict qui a été prononcé il y a un peu plus de 6 mois par la cour d'appel d'Albi. Donc je voulais vous en parler. Alors c'est pas toujours évident de se prononcer sur des affaires judiciaires, tout ça, mais simplement il se trouve que voilà, j'ai fait partie du comité de soutien à Redouane Kil. Je connais bien cette affaire, donc je vais vous donner mon point de vue et ensuite, je le dis dès maintenant, s'il y a des gens qui nous écoutent, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais je tiens à la disposition de qui le souhaite tous les détails de cette affaire et de mon argumentation. Voilà, si vous avez des choses à demander, il y a un site internet, Caramel Mou, Campus FM ou Joe Kangourou, vous laissez des messages, on vous répondra. Voilà. Et donc il y a quelques semaines, donc il y a eu de nombreux titres de presse qui se sont fait l'écho de l'incroyable épopée de Carlos Ghosn, presque considéré comme véritable évadé d'Alcatraz du XXIe siècle. On retiendra moment exceptionnel sa conférence de presse en direct de Beyrouth, un véritable show en Mondovision, où le maximum de la connivence journalistique, alors c'est pas ici, à Caramel Mou que ça se passe, dans son entretien exclusif avec Léa Salamé. Grand moment grand moment de radio. Voilà, et où ces derniers jours, c'est Patrick Balkany qui a été libéré pour raison de santé, de la santé. Ouais. Et d'ailleurs, après ce grand moment aussi de journalistique avec Léa Salamé dont on parlait, là on a eu droit aussi à un autre grand moment, c'était avec Bruce Toussaint sur BFM. C'est-à-dire BFM ces derniers temps ils en ont fait des kilos pour qu'on verse des larmes sur la famille Balkany, c'était incroyable. Bon, alors c'est pas vraiment mon sujet, mais je vais vous parler de Redouane Kil, mais je veux aussi dire, parce que voilà, il faut être tout à fait objectif, que le fait que Balkany soit libéré pour raison médicale, ma foi, si tous les prisonniers qui méritent d'être libérés, c'est pas ça qui me choque, je veux dire, hein, si tous les prisonniers qui méritent ou qui ont besoin d'être libérés pour raison médicale l'étaient de la même manière que Balkany, je pense quand même que ce serait un grand pas en avant. Voilà, moins choquant. Non, ce qui justement discrédite la justice et les juges, c'est que ce traitement il est rarement appliqué à l'ensemble des condamnés. Et de manière plus générale, le traitement différencié, on peut le dire que vous soyez puissant ou misérable. C'est ce qui m'amène donc, comme je vous le disais, à vous parler d'une affaire toulousaine, qui est celle de Redouane Kil, qui lui aussi a fait les titres de la presse la semaine dernière, la presse régionale, un peu la presse nationale aussi. Alors c'était pas tout à fait les mêmes titres, parce que c'était fin de cavale, portrait d'un braqueur. Et Redouane Kil, il a été arrêté en Algérie la semaine dernière par les autorités algériennes, où il s'est exilé depuis 6 mois, après avoir été condamné à 18 ans de réclusion par la cour d'assises d'Albi, en appel d'un jugement
qui avait eu lieu en 2017 à Toulouse, où là, il avait été reconnu innocent et acquitté. Donc, c'est... comme je le disais au début, bon, moi, je peux en parler. J'ai fait partie du comité de soutien à Redouane Ikil. D'abord parce que j'ai été convaincu de son innocence. Lui-même, voilà, se dit innocent depuis le début. Les jurés du premier procès à Toulouse l'ont été également. Donc, je le rappelle, il avait été acquitté, reconnu innocent. Et je suis aussi, surtout, parce que Redouane Ikil, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu quand il est sorti de prison. Mais j'ai tout de suite été convaincu du traitement inéquitable dont il a été l'objet. Salah, avant de continuer, le procès, c'était un procès pourquoi ? Alors, je vais t'expliquer tout ça. Je vais revenir, mais je veux poser un peu je vais en parler, évidemment. Donc, je dis, il a été traité... voilà, donc, je voulais parler du traitement inéquitable de cette affaire-là, et je dis vraiment le profil de la personne en question. On voit quand même que la justice, parfois... peut apparaître assez inquiétante, quoi. Moi, j'ai été sensibilisé d'abord, la première chose pour laquelle j'ai été sensibilisé au sort de Redouane Ikil par sa famille, par son épouse, sa sœur. C'était d'abord parce que c'est quelqu'un qui est resté en détention préventive plus de 3 ans. Ouais. Donc 3 ans en détention préventive avant d'être jugé. Donc, alors que au bout d'1 an, il avait la possibilité dehors, l'instruction était terminée, mais on l'a gardé en détention. Donc, ensuite, en regardant, j'ai acquis la connaissance j'ai acquis la conviction, de son innocence. Alors, justement, je vais en venir à cette affaire-là. Bon, donc, je vais la décrire rapidement et en même temps décrire un petit peu le déroulement des 2 procès et de l'instruction. Donc, en 6 minutes, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais faire très vite. Donc, bon, en 2014, il est convoqué en tant que témoin suite au braquage de 2 banques postales à Toulouse, à Bellefontaine et à Saint-Cyprien. Je me reprends parce que je suis un peu perturbé. Donc il a été, par rapport au braquage de ces 2 banques postales. Bon, il se trouve qu'il avait dirigé, il était directeur, cadre de la Poste, directeur d'agence, et il avait dirigé l'agence de Bellefontaine et il devait être nommé à un autre poste. Alors déjà à ce moment-là, on comprend que son implication apparaît comme un non-sens. Pourquoi braquer une agence dont il allait prendre la direction, celle de Bellefontaine ? Ensuite, il est passé très vite du statut de témoin au statut de suspect. Sous la pression du juge d'instruction, il est placé en détention provisoire sans motif réel. Je fais une petite parenthèse, je vous dis 2 mots quand même sur le juge d'instruction. Ce juge d'instruction, c'est, je ne donnerai pas son nom, c'est un juge, et j'ai pas envie d'avoir des ennuis, c'est un juge d'instruction qui, dans les années 90, il y a les anciens Toulousains doivent s'en rappeler, il y avait une élue qui s'appelait Yvette Benayoun Nakache, donc qui, lors d'un conseil municipal, à l'époque, il y avait, avant, dans les années 90, on avait le Front National qui avait des élus à Toulouse. Donc Yvette Benayoun Nakache avait été traitée de sale juive, d'hystérique et de mal baisée. Elle avait porté plainte. Et le juge d'instruction, il y avait de quoi. Et le juge d'instruction qui avait donc instruit cette plainte et qui était alors président du TGI, il rend une ordonnance de non-lieu en défendant qu'il n'était pas permis d'établir l'injure raciste. Et il privilégie également l'acceptation médicale du terme hystérique et nie le caractère injurieux du terme mal baisé. Donc c'est ce juge d'instruction qui a instruit cette affaire-là. Donc, il le met en détention. Bon, il se trouve qu'un plan les raisons pour lesquelles Redouane Ikil a été mis en cause. On a retrouvé un plan sommaire de la Poste qui avait été réalisé par Redouane Ikil, effectivement, et qui sera retrouvé chez les braqueurs, chez un des braqueurs, interpellé. Grâce à ce plan sommaire réalisé. Donc, je suis pas très bon ce soir, excusez-moi.
C'est parce que, en plus, je suis un peu. Bon, j'ai un peu c'est le cœur partie qui bat. prenante. Ouais, je suis un peu partie prenante et c'est un truc. Voilà. Donc, je reprends. Donc, on retrouve chez lui un plan. Un plan du bureau de poste de Saint-Cyprien qui est réalisé par Redouane et qui sera effectivement retrouvé chez un des braqueurs, interpellé grâce à ce plan sommaire réalisé sous la contrainte. Donc, Redouane n'a pas porté plainte. En fait, il avait expliqué qu'il avait effectivement été contraint de réaliser une espèce de plan comme ça. Il n'avait pas porté plainte. Il avait peur de porter plainte. Bon, c'était en tout cas ce que lui disait et il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. De toute façon, c'est un plan très approximatif et il a été prouvé qu'il a fait un plan d'une agence qu'il ne connaissait pas. Donc, il a été prouvé qu'il ne connaissait pas cette agence, qu'il n'avait pas pu renseigner les braqueurs. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport de police. Mais malgré tout ça, Redouane restera en prison. Au bout de plus d'un an d'incarcération sans motif valable, l'avocat général reconnaît qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour le maintenir en prison et l'accuser. Il n'a pas pu commettre ces braquages. Même le principal accusé, parce qu'il y avait un co-accusé avec lui, le met hors de cause. Mais peu importe, le juge d'instruction dont je viens de parler requalifiera les chefs d'inculpation et de mise en examen en association de malfaiteurs en bande organisée afin de le garder en prison. Parce qu'en fait, Redouane Ikil n'est pas présent au moment du braquage, il est à l'autre bout de la France quand ces agences-là sont braquées. Mais en gros, on essaye de construire la figure du cerveau, quoi, de la tête pensante. Bon, donc, il reste, comme je le disais, en détention préventive en plus de 36 mois. Il sera finalement acquitté et reconnu innocent en 2017. Et enfin, il est relâché. Son co-accusé, lui, sera condamné à 15 ans de prison. Parfait, tout se passe bien. Bon, il avait perdu son boulot à la poste, tout ça. Mais bon, il était libre, il pouvait recommencer une autre vie. Mais en fait, ce serait trop beau que ça se passe aussi facilement dans ce beau pays des droits de l'homme. Donc l'avocat général a fait appel pour Redouane et pour son co-accusé. Donc l'appel a été accepté bien qu'il n'ait eu aucun nouvel élément prouvant sa culpabilité. Et donc en juin 2019 s'ouvre une nouvelle pièce de théâtre jouée au tribunal d'Albi, une des plus belles preuves de déni de présomption d'innocence et de déni des faits, de jugement de valeur et de mensonge, de manipulation de la part de l'accusation. Je le dis comme ça, j'ai assisté au procès. Quand la loi dit que tout inculpé a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, il était déjà innocent, on était à un nouveau procès. Et que, voilà, il semble que le président de la Cour d'appel ait oublié cet article. J'ai assisté moi-même, puisque dès le premier jour, le président de la Cour d'appel dira à Redouane Ikil que c'est à lui de prouver son innocence. C'est un non-sens total. Et il lui dira ouvertement en audience, c'est le président de la Cour, qu'il le croit coupable. Il dit « je vous crois coupable ». C'était voilà. Donc son rôle de neutralité était vraiment, on peut vraiment le remettre en cause. Le dernier acte, alors c'est aussi ce qui, parfois rend un peu difficile la défense, pas la défense de Redouane, mais l'affaire est compliquée, puisqu'en fait, comme Redouane comparaissait libre, puisqu'il avait été acquitté au premier procès, il n'avait pas d'obligation, selon la loi, d'être présent lors des audiences. Il l'a été toute la semaine. Il a senti, au dernier jour où il allait avoir les délibérés, que ça sentait pas bon. Il a été le matin même, en fait, il n'était pas présent le matin du dernier jour du procès. Il avait ses raisons, il était pris de panique. Moi, je crois qu'on pouvait très bien savoir qu'il n'était pas très loin. Et là où, en fait, on a vraiment de quoi aussi se demander à quel point il y avait une espèce d'acharnement judiciaire dans cette affaire-là, c'est que, alors qu'il avait le droit de ne pas être présent, et que les délibérés et le verdict n'avaient pas été prononcés, immédiatement, le président du tribunal a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Avant qu'il soit reconnu coupable. Et
même si on peut considérer que c'est une erreur de la part de Redouane, effectivement, il s'est exilé en Algérie. Maintenant, on le sait, on ne savait pas où, mais maintenant, on sait que c'était en Algérie. Donc, le matin même, moi, j'étais aussi présent le matin même. Effectivement, on constatait son absence. On était tous un peu très inquiets et on espérait quand même... il y avait sa famille, il y avait des proches à lui, on pouvait peut-être le convaincre de se présenter dans la journée, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y avait eu un mandat d'arrêt contre lui, ça l'a pas incité à se représenter, il a pris peur, le verdict a été prononcé en son absence, 18 ans de prison, de réclusion criminelle, puisqu'il y avait eu une prise d'otage, hein, c'est pour ça qu'on était aux assises, hein, c'était pas un simple braquage. Son co-accusé, qui en avait pris 15 au premier procès. En a pris 10 au second. Bon, même si je ne le mets pas en cause, mais en tout cas lui-même a continué à dire qu'il ne connaissait pas Redouane Ikil. Mais bon, bref. Voilà, donc aujourd'hui, le dernier espoir qui reste pour Redouane Ikil, c'est qu'il s'est pourvu en cassation. Donc j'espère que je reviendrai pour vous dire que son pourvoi aura été accepté, que de ce fait-là, l'Algérie acceptera de l'extrader, puisque maintenant il est dans une prison algérienne. Il est dans une prison algérienne. Ce que je veux dire par là, c'est que cet homme, il a tout perdu. Voilà, il est loin de sa famille, il a perdu son boulot, maintenant il a perdu sa liberté. Ce que je dis aussi, pour que les choses soient claires, c'est que moi, je ne suis pas juge. Et que ce qu'on me demande, quand je dis « on », avec son comité de soutien et les gens autour de lui, c'est un procès équitable. Donc, ce qu'on espère, c'est que ce pourvoi en cassation soit accepté pour que le jugement soit cassé et qu'il y ait un nouveau procès dans d'autres conditions. Parce que, sincèrement, j'ai assisté aux 2 procès. Je ne suis pas un spécialiste de la justice. Le premier procès à Toulouse, il a duré 15 jours. Il a été acquitté. Le deuxième procès à Albi, en appel, il a duré 5 jours. Alors, je donne 2-3, je terminerai là-dessus. Vraiment, je n'arrive pas... Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que, en dehors de motivation, peut-être idéologique, j'en sais rien. En plus, Redouane Ikil, c'est effectivement, si vous voulez, on a construit la figure d'un braqueur ou d'un bandit, parce que c'est un gars, il avait un casier vierge. Il a fait une carrière à la Poste, il a démarré au plus bas. Mais il était boxeur. Donc il avait un club de boxe au Mirail. Quand vous avez le président du tribunal, l'avocat général, qui disent on sait bien que le milieu de la boxe... Quand vous avez le président du tribunal, et je l'ai entendu de mes oreilles, en parlant d'une autre personne de la famille de Redouane Ikil, il donne un nom, j'ai oublié, mais il donne un prénom en arabe. Redouane lui dit, il le reprend, non, monsieur le président, il s'appelle Rachid. Enfin, oui, Rachid, Redouane, Mohamed, enfin, tout ça, c'est pareil. C'est des choses comme ça qu'on a entendues en audience. Alors, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y avait vraiment un climat raciste autour de cette affaire-là. Il est peut-être mal tombé. On a eu aussi le procureur dans cette affaire-là, qui, il faut le savoir, qui avait été muté de Nîmes à Toulouse par la garde des Sceaux. La garde des Sceaux, pas actuelle, mais en 2005, je crois. Déjà, pour une affaire, parce qu'il avait quand même déclaré à Nîmes, dans un homme qui était accusé de vol, qui est un gitan. Le procureur avait dit, je les guillemets là, un gitan qui a avalé l'agneau, dont on voit la queue sortir de sa bouche, soutiendra encore qu'il ne l'a pas volé. Donc, on a une espèce de comme ça, voilà. Alors vous allez me trouver très partial, de parti pris. Ce que je veux dire, moi, c'est que j'ai été vraiment choqué. Donc, je voudrais finalement, même si de manière un petit peu provocatrice, vous inciter ceux qui nous écoutent à s'intéresser à cette affaire-là. Et à espérer avec moi que ce jugement soit cassé et qu'on ait de nouveau un procès. Et avec ce que vous dites déjà, que pour vice de forme, il y a de quoi sans doute casser le procès. C'est ce qu'on espère.
Voilà, bien écoutez, merci Salah, et puis C'était pas très glu. Voilà. Chaque fois, je ferai plus rigolo. On essaiera de rester au courant de cette histoire. Petit jingle. On passe à Manuel Pomar. Le jingle n'est pas parti. Après cette chronique-là, ça va être difficile. Hein, ça va être difficile. Mais non, mais je vais vous parler couleur. Ah ben ouais, c'est alors là, c'est l'enchaînement. Bon. Et pour un plasticien, apparemment, il y a des personnes qui ont du mal. Pour un plasticien, parler de couleur, ça a l'air d'être classique. Oui, enfin moi je suis daltonien. Alors, ouais. On peut être plasticien et daltonien. Tout est permis de nos jours. Ça, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. Ça risque d'ouvrir des carrières. Alors, je vais vous parler d'un tout petit lieu qui est dans le quartier Bonnefoy, qui s'appelle 3A. Donc, avant de continuer, je vais épeler l'adresse du site. Donc, c'est 3 en toutes lettres, _a.net, et vous aurez toutes les infos. Ce lieu est initié et animé par 2 chercheurs, Julie Martin et Jérôme Dupérat, qui sont des activistes artistiques, voilà. Des personnes très engagées dans les arts visuels, enseignants, chercheurs, qui initient beaucoup de projets, d'éditions. Et donc, ce lieu, c'est à la fois un lieu atelier et un lieu de rencontre et de partage. Voilà, tout simplement. C'est dans une barre d'habitation du quartier Bonnefoy, donc c'est pleinement à sa place. Voilà, et donc c'est pas très loin du casino qui est au plein c'est ces espèces d'immeubles pyramides qui sont au-dessus du casino, exactement, la rue de Turin. Donc la semaine prochaine, de lundi à vendredi, ils initient 5 soirées de rencontres autour des liens entre activisme politique et art visuel. Il y en a beaucoup, ces 50, oui, je vais faire large, mais ces 50 dernières années, effectivement, les manifestations diverses et variées, les protestations se sont animées de happenings visuels. On l'a vu récemment dans les différents cortèges contre cette réforme des retraites. Je vais juste citer la fameuse chorégraphie à cause de Macron ou ce type de choses. Tout ça, évidemment, because les réseaux sociaux et la vitesse exponentielle de diffusion des images. Donc l'engagement et le militantisme ne s'y trompent pas et essaient de trouver des impacts visuels forts pour faire passer ces messages. Donc les 5 soirées vont tourner autour de ces enjeux-là avec des artistes et des chercheurs invités. Il y a alors je ne vais pas parler de toutes les soirées, mais il y a une soirée qui est le mardi 18 février où donc un duo de graphistes, c'est-à-dire Ariane Bossard, Olivier Huss et aussi Jérôme Dupérat et Julie Martin, vont nous parler de tout ce qui a pu fleurir au dos des Gilets jaunes. On a vu une richesse d'écriture et de slogans, d'iconographie. Moi, j'en ai vu dans les manifestations brodées de sequins, des choses très belles. Et d'ailleurs, je fais référence à la fameuse édition Plein le dos, des feuilles de chou qui a été vendues dans les manifestations avec des recueils d'images de ces dos de gilets jaunes. Ils viennent d'ailleurs de sortir, il y a eu 11 numéros édités, ils viennent de sortir un livre aux éditions du Bout de la Ville. Donc Plein le dos, je vais en citer quelques slogans qui sont dans les images. Donc il y a soignants précaires, patients au cimetière. Quand tout sera privé, on sera privé de tout, évidemment. Mieux vaut être en garde à vue qu'être au garde à vous. Et si je cite ces séries d'images de gilets jaunes, c'est que la communication de 3A arbore un superbe gilet jaune sur lequel est inscrit « Yellow is the new red ». Alors ça reprend le titre d'une fameuse série que je ne connais pas, je ne suis pas très série, excusez-le, Orange is the New Black, mais effectivement on peut se poser comme ça la question de la valeur des couleurs de nos jours qui varie assez vite, et c'est bien, ça nous crée du trouble dans les pupilles. Il y a une autre soirée que moi je ne manquerai pas, ce sera le vendredi 21, c'est un artiste avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Mathieu Tremblin, qui est un arpenteur urbain, quelqu'un qui décrypte tous les signes de la ville, et il va nous proposer un workshop dont l'objet est d'initier dans la ville un rééquilibrage entre présence publicitaire et expression citoyenne. Gageons qu'on va avoir affaire à du piratage, je pense. Donc ça commence à 18h et il y a
une randonnée urbaine de 20h à 21h, j'imagine, pour venir parasiter les publicités qui nous étouffent. Et que l'on voit beaucoup sur cette avenue, justement. Oui, et voilà. Donc vraiment, je voulais vraiment attirer l'attention sur ce lieu. S'il est petit et très ambitieux de par les enjeux qu'il soulève, et c'est en ce moment, et c'est pas l'idée du moment, pas de up-to-date pour moi, on s'en fiche, mais c'est vraiment un endroit où les enjeux plastiques sont vraiment creusés, travaillés, et ce sont des personnes très accueillantes, donc je vous conseille d'aller voir toute cette programmation foisonnante. Donc à 3A, vous rappelez l'adresse ? Rue de Turin, mais allez sur le site parce qu'il y a des histoires de sonnettes, c'est dans des immeubles pour y accéder. Mais n'hésitez pas à y aller. Après, j'annonce rapidement, ce soir il y a un vernissage, une galerie qui s'appelle la galerie 22 mètres carrés au 28 rue des Pollinaires, donc juste derrière la Dalbade, le trait d'union entre la Dalbade et la place des Carmes. C'est une galerie art urbain et ce soir c'est consacré au FIST. Le FIST que vous pourrez retrouver dans ma maison, à lieu commun, c'est ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h, avec l'expo en partenariat avec la Cinémathèque qui s'appelle Dangereuse Vision. Et la Cinémathèque, demain, il y a quelqu'un de super important pour moi qui s'appelle Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, c'est celui qui a créé Métal Hurlant, Sex Machine avec Philippe Manœuvre, donc la presse, la télé. Les humanoïdes associés. Oui, voilà, la maison d'édition. La maison d'édition de BD. Voilà, quelqu'un, un dénicheur de talents excentriques, et on a la chance de l'avoir à Toulouse demain. Il va faire une signature de sa biographie et à 17h présenter quelques-uns des extraits de ses émissions de télé, donc je pense que ça vaut vraiment le déplacement. Et ça, c'est à la Cinémathèque. Oui. Très voilà. bien, parfait. Voilà, allez, on passe juste à la suite. On va finir comme on va pouvoir. Il reste un quart d'heure, mais je veux quand même vous faire écouter ça. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et Manu, rentre chez toi, t'es trop plein d'arrogance. C'est pour un chef d'État, tu frôles l'indécence. Si tes petits copains déboursaient leurs impôts au lieu de se planquer dans leurs paradis fiscaux, ça ferait des retraites pour les retraités. Je sais, tu trouves ça bête, mais bon, ça peut aider. Au Manu d'émission, là y a saturation. Rien n'est bon dans le Macron, sauf pour les grands patrons. Monsieur le Président, s'il te plaît, va mourir. Monsieur le méprisant, tu mens comme tu respires. Les violences policières, non, ça n'existe pas. Puis d'ailleurs, Castaner, c'est la mère Teresa. Du coup, tu continues de te prendre pour un dieu quand tu nous pisses dessus. BFM dit qu'il pleut, allez, casse-toi, Manu. Cette fois, la coupe est pleine, on t'a tous assez vu. C'est la fin de ton règne. Arrête un peu Manu, tes grands airs à la con. Va traverser la rue, c'est la seule solution. Avec un peu de chance, ils embauchent au McDo. Ça change de la finance et d'ailleurs pour info, tu verras que c'est marrant de ne même pas gagner le prix du carburant pour aller travailler. Allez Manu, ciao, tu manqueras à personne, sauf bien sûr Monsanto, Google et Amazon. Manu, dans la vraie vie, y a pas que des milliardaires. Du dimanche au samedi, y a tous ceux qui galèrent, ceux qui n'ont pas de quoi faire bouillir la marmite, ceux pour qui les fins de mois commencent à peine le 8, tous ceux qui ont la dalle et qui osent se plaindre alors que les aides sociales coûtent un pognon de dingue. Allez Manu, va-t'en maintenant, c'est urgent. Dégage, fous le camp, il faut te dire comment. Allez Manu, casse-toi, casse-toi, oust, casse-toi. Parce que c'est notre projet! Bonsoir Margot Fête.
Bonsoir. Donc, je le disais en début d'émission, votre première chronique ici, on vous écoutera régulièrement dans cette émission. Vous nous ferez un peu des chroniques sur ce qui se passe à Toulouse. Et qu'est-ce que j'apprends quand vous me parlez de votre première chronique? On s'apprête à fermer donc des collèges situés dans certains quartiers populaires toulousains au nom de la mixité sociale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Margot Fette? Oui, c'est ça. En fait, il s'agit de la fermeture de 2 collèges en périphérie de Toulouse. Donc, le collège de Bellefontaine, dans le quartier qui porte son nom, et le collège Badiou, dans le quartier de la Rainerie. Donc, c'est une décision qui a été prise par le conseil départemental de Haute-Garonne après une étude réalisée en 2016. Donc, cette étude, elle disait en fait que les collèges de réseau d'éducation prioritaire, anciennement appelés ZEP, zone d'éducation prioritaire, concentreraient la très grande majorité d'élèves en grande à très grande difficulté et issus de classes sociales défavorisées. Donc ceci, c'est pas une nouveauté parce qu'on sait depuis les années 70 que les difficultés scolaires se concentrent dans les banlieues, en périphérie des villes. Et ce phénomène, en fait, c'est le phénomène de ségrégation scolaire. Finalement, en fait, les inégalités sociales issues de la ségrégation urbaine, elles se répercutent sur les collèges environnement et donc sur l'éducation. Les conséquences de cette ségrégation scolaire, elles sont tout d'abord la recherche de l'entre-soi, le décrochage scolaire parfois, la montée des violences scolaires et de facto l'épuisement des professeurs. Alors tout ceci, ça n'aide pas à l'apprentissage des élèves et ça n'arrange pas les inégalités sociales déjà existantes. Alors fermer ces ghettos scolaires, entre guillemets, comme ils sont souvent appelés dans les médias, c'est apparu comme une réponse à ces problématiques par le conseil départemental. Alors ce projet de fermeture, il est actuel, bien qu'il soit entériné depuis janvier 2017, parce qu'il va se poursuivre en fait jusqu'en 2022. Alors pourquoi un tel laps de temps? Parce que 5 ans pour fermer 2 collèges, ça peut paraître une grande période. Peu long. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que les collèges donc, de Bellefontaine et Badiou, ils restent opérationnels en attendant l'ouverture des 2 nouveaux collèges qui sont en train d'être construits dans une zone socialement plus mixte. En fait, donc aujourd'hui, Bellefontaine et Badiou, ils n'accueillent plus de nouveaux élèves, mais on assiste à une fermeture niveau par niveau. C'est-à-dire que les classes de 6e ont déjà fermé, puis 5e, 4e, 3e, jusqu'à la fermeture définitive et totale de ces collèges. Qui interviennent donc en 2022. En 2022. Donc détruire ces ghettos scolaires, entre guillemets, ouvrir de nouveaux collèges en zone plus mixte, dispatcher les élèves des quartiers Rainerie et Bellefontaine vers les collèges des centres-villes, sur le papier, ça semble être la solution miracle pour garantir plus de mixité sociale. Mais pourtant, cette décision, elle n'est pas si reluisante qu'elle ne le paraît, parce qu'elle n'est pas sans conséquence en fait, sur la population concernée. Population concernée, d'ailleurs, dont on n'entend pas trop parler, ces habitants qui vivent, étudient dans le quartier Bellefontaine et Rainerie. Qu'en est-il en fait de leur adhésion au projet, de leurs attentes, de leurs craintes ? En fait, si on voit sur le terrain, on peut mettre en exergue 3 principales craintes de ces personnes. Tout d'abord, les parents d'élèves et les élèves font souvent part d'un sentiment d'injustice. En effet, pourquoi déplacer les élèves des quartiers prioritaires vers les collèges des centres-villes et pas l'inverse, en fait? Parce que ça avait été en fait une proposition déjà faite par les parents d'élèves des quartiers prioritaire Bellefontaine et Rainerie, mais elle n'avait pas été acceptée en fait. Donc là, on note en fait une inégalité d'impact des paroles entre les parents d'élèves des centres-villes et les parents d'élèves des quartiers prioritaires. Sentiment d'injustice aussi face aux coûts supplémentaires en transport que ce changement va occasionner en fait. Parce que souvent c'est 30 à 40 minutes de temps de transport supplémentaire. Alors oui, le conseil départemental il a argué que le remboursement de ces titres de transport sera effectué. Mais qu'en est-il en fait du coût en énergie et en temps supplémentaire? Et c'est la crainte en fait de plusieurs associations qui craignent un renoncement à l'éducation de ceux qui ne pourront pas s'offrir le luxe de ce coût supplémentaire. Une crainte aussi pour la destruction du lien social, parce qu'un collège, c'est souvent en fait un vecteur de lien social, le pivot vers les loisirs, vers l'assistance sociale, vers d'autres secteurs publics. Et un parent d'élève du collège Badiou, il énonce en ce sens, je cite, « Détruire le collège, c'est pas juste détruire les murs, ça détruit aussi la vie sociale, le lien qui s'est créé entre les familles, parents et enfants. Ils ne sont pas de la poussière qu'on déplace. On ne veut pas que nos enfants soient des cobayes. » Donc là, en fait, il fait le lien entre la destruction du lien social et la destruction des murs, parce que souvent, dans des décisions institutionnelles comme ça, on voit le caractère urbain, architectural, mais on ne voit pas les conséquences humaines que ça peut engendrer. Une crainte aussi face à la baisse des dotations, parce que ces collèges, en fait, ils reçoivent de moins en moins de moyens financiers. Donc, ça équivaut à des postes supprimés, moins de projets pédagogiques innovants, et donc moins de motivation des professeurs, parce que les dotations, elles vont plutôt à la mise en place de ce nouveau projet, de cette construction, qui demande beaucoup de dotations supplémentaires.
Alors là, on vient de parler en fait du secteur public, mais qu'en est-il des collèges privés ? Est-ce que eux, ils vont être soumis en fait à ces obligations de mixité ? Et en fait, non. Évidemment. Et oui. En fait, eux, ils ne vont pas être soumis à un contrôle strict de dérogation. Ça va relever de leur libre volonté de vouloir appliquer la mixité sociale ou pas. Donc on peut imaginer que ce ne sera pas toujours le cas, bien sûr, et que du coup, certains parents d'élèves de collèges favorisés, ils seront encore plus déterminés à y scolariser leurs enfants. Donc c'est un risque et ça va à l'encontre de la volonté initiale. De mixité. De mixité, c'est ça. Et quand vous disiez les déplacements, il faut quand même savoir qu'il y a certains jeunes du Mirail ou de Bellefontaine qui vont jusqu'au collège de Balma. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on est bien au-delà des 40 minutes. Ah, oui. Il faut vraiment 1 heure et quart pour aller à Balma entre le métro et le bus. Oui, c'est ça. Donc, et on multiplie ça par 2, ça fait 2h30 de transport. Oui. Donc c'est pas du tout négligeable en énergie, ce que ça peut dépenser de ces enfants. Donc voilà, en attendant cette fermeture officielle là, qui aura lieu en 2022, c'est aujourd'hui un peu un climat d'incertitude qui plane dans ces collèges. Incertitude face à la future intégration de ces élèves dans les collèges Balma, dans d'autres collèges de centre-ville ou dans ces nouveaux collèges qui vont être construits. En sachant que dans certains, les parents d'élèves au niveau des CA des divers établissements avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour l'arrivée de ces élèves-là. Oui, donc voilà, comment va se passer cette cohabitation, cette rencontre. Aujourd'hui, on n'a pas trop de données sur cela, mais ce serait bien que ce soit suivi, qu'il y ait des études qui soient effectuées. Et aussi, donc, dans ces collèges qui sont en cours de fermeture, comme on a vu, il y a moins de moyens financiers. C'est des classes qui disparaissent, donc des collèges presque fermés, en fait. Et c'est des générations qui finissent leur scolarité, en fait, dans des collèges... Fantômes. Fantômes, c'est ça. Donc elles n'auront sûrement pas bénéficié de la prise en charge adéquate, alors qu'ils en ont besoin. Et peut-être plus que d'autres. Et plus que d'autres. Donc voilà, ces décisions institutionnelles, elles ont souvent des conséquences humaines importantes, pas toujours visibles au premier abord, d'où l'importance en fait de consulter les populations concernées, de travailler avec, pendant, avant, après la mise en place de projets d'une telle envergure. Voilà. Mais écoutez, Margot, bienvenue au club. Parce que pour cette première chronique, vous êtes adoubée. On se retrouve dans pas très longtemps. Merci beaucoup. Merci. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel, mou, caramel. Pour vous dire qu'on finit l'émission, avec Lucas Lemoff. Eh oui. Ouais. Vous avez vu ce que je me traîne quand même là, cette espèce de sinistrose juste avant. Là, je débarque. Là, vous avez du boulot. Hein, voilà. En 3 minutes, il faut que l'auditeur qui nous écoute puisse se dire « Ah putain, qu'est-ce qu'on a rigolé !» Voilà, ça me fait penser au repas de famille où ça parle politique et pour vraiment dire « Ah, Lucas, sort d'une blague !» Voilà, je vous raconterai la blague des escargots un jour. Et Lucas s'exécute. Voilà, alors la dernière fois que j'ai présenté une chronique à cette antenne, c'était un peu la même configuration, hein, pas d'invités, que des chroniqueurs, surtout des hommes, surtout que des hommes d'ailleurs. Alors j'en profite pour saluer Margot qui a rejoint l'équipe depuis et qui, de ce fait, avec la présence de notre réalisatrice Tulipe, vient apporter, si ce n'est de la parité, au moins un peu plus de mixité. Et bah c'était juste avant Noël, vous en souvenez, il y régnait alors un certain laisser-aller tout à fait délectable. Hein, les pseudo-chroniqueurs que nous sommes, déjà prêts à partir en vacances, avaient à moitié préparé leur billet, griffonné une demi-heure avant sur le verso d'une liste de courses, et au milieu du gaillac blanc dans les gobelets en plastique et de la charcutaille premier prix de chez Auchan, il y avait comme une ambiance pot de départ de Jean-Michel du service recouvrement à la cave de la Haute-Garonne. Et dans cet éthylisme et cette légèreté, on aurait même pu se demander si Manuel Pomard, notre spécialiste art plastique, n'allait pas nous chroniquer le nouveau porte-manteau croquique de chez Ikea. Fred Thibault, notre monsieur cinéma, nous parlait de la dernière comédie avec Christian Clavier. Et enfin Jean-Pierre Lérac, notre sémillant jazzologue pyrénéen, nous évoquait non sans émotion le dernier album de Danny Briand accompagné par l'orchestre de René Coll. Bref, une insouciance et une frivolité qui m'ont accompagné tout au long des vacances de Noël et qui, je dois le dire, perdurent toujours encore un peu en cette période de vacances d'hiver. À tel point que lorsque vous m'avez demandé de revenir à l'antenne aujourd'hui pour évoquer les élections municipales, j'ai hésité à passer juste avant une nuit blanche alcoolisée, tout en absorbant 12 traces de cocaïne, à arriver ici avec un aplomb extraordinaire et tenter quand même de vous prendre un billet presque honorable, en me disant qu'avec un peu de panache et d'expérience, j'allais pouvoir faire illusion et m'en sortir sans problème. Mais c'était sans compter que d'une part, Frédéric Becbédé l'avait déjà fait sur France Inter, et que ça n'avait donc de ce fait plus rien d'extraordinaire, et que d'autre part, ce genre de comportement mérite au moins qu'on prenne le risque de se faire virer, et que dans mon cas, comme je ne suis même pas embauché, ça ne servirait à rien.
Alors je me suis posé la question de ce que je pouvais bien faire, toujours dans cette dynamique rien à branliste d'un côté et originale de l'autre. Et dans ma position, je me disais que je pouvais par exemple m'affranchir des règles du CSA en vigueur depuis le 3 février et qui obligent, je le rappelle, les stations de radio comme celle-ci à égaliser en période électorale le temps de parole des différentes formations politiques. J'aurais pu par exemple inviter des responsables politiques concernés par l'élection municipale, poser des questions déstabilisantes à celles et ceux qui ne trouveraient pas grâce à mes yeux et me mettre dans la complaisance la plus totale à l'égard de celles et ceux qui auraient toute ma sympathie. Le temps de parole serait équivalent pour tout le monde, mais certainement pas la qualité de ce temps de parole, et donc le déséquilibre émanerait tout simplement de la façon dont je traiterais mes invités. Voilà, mais ça, faut pas le faire. Léa Salamé le fait déjà. Mais je me suis rendu compte que ça n'avait rien d'exceptionnel non plus, puisque chez France Bleu Toulouse, on travaille tous les jours à la reconduction du maire sortant, tout comme les éditorialistes de RTL et France Inter, qui s'obstinent à vouloir installer Cédric Villani à la mairie de Paris. Voilà. Bon, il se trouve que c'est plus facile maintenant. Il paraît, ouais. Voilà. Alors j'ai essayé de trouver l'inspiration ailleurs. Et mardi dernier, j'ai vu que BFM annonçait qu'un proche de la Macronie, alors il en reste, malheureusement tous ne se retirent pas, laissait entendre que l'exécutif craignait désormais l'émergence d'un phénomène à la Coluche, caractérisé par la possible candidature de Cyril Hanouna à la prochaine présidentielle. Oh non! Quelques semaines auparavant, Rémi Gaillard, le trublion des réseaux sociaux, qui a l'habitude de faire des vidéos virales en se moquant d'à peu près tout et de tout le monde, présentait lui sa candidature à la mairie de Montpellier, en prétextant que quitte à voter pour un clown, autant que ce soit pour un vrai. Et donc, toujours embarqué dans cette dynamique rien à foutreuse, je me suis dit que moi aussi, j'allais présenter ma candidature pour les élections à Toulouse. Voilà. Ah, j'ai donc cherché tous les moyens possibles pour à la fois garantir le je m'en foutisme qui semble désormais s'imposer partout, et à la fois me démarquer des autres candidats. Il fallait donc logiquement se débarrasser d'emblée de la question que quasi tous les candidats considèrent, sur le papier en tout cas, comme étant la valeur la plus importante à l'heure actuelle, celle qui surpasse tout. Je veux bien sûr parler de l'écologie. L'écologie. Et je me suis dit, sois original et léger, ne parle pas d'écologie sur ton programme. Aucun mot comme transition, énergie verte ou renouvelable, rien de tout ça, sauf bien sûr pour critiquer toute action en faveur de l'écologie. Tu vas faire le buzz, tu vas te démarquer. Et tandis que j'élaborais cette stratégie dans ma tête, je m'empiffrais d'un Big Mac et sirotais un Coca-Cola avec une paille en plastique sur la terrasse du Capitole. J'essaye d'être cohérent. Et je remarquais alors une installation tout à fait intrigante sur la place du Capitole. Qu'est-ce que c'était donc ? Une patinoire de 450 mètres carrés en plein air, sous les températures avoisinant les 20 degrés. Puis je lisais la justification du maire qui, face aux critiques, affirmait que ses adversaires politiques prenaient, eux, une écologie négative basée sur la contrainte, alors que lui proposait une écologie efficace et pragmatique. C'est comme ça qu'il refroidit le climat, oui. La patinoire à 5 balles les 45 minutes, relevant d'une écologie efficace et pragmatique, du génie. J'ai continué à chercher ce qui pouvait symboliser le rien à cirage en matière de politique, et j'identifiais assez vite, parmi tant de possibilités, la question du cumul des mandats. Ça me paraissait assez évident que si j'étais élu au Capitole, j'allais sans scrupule accepter de percevoir à la fois toutes sortes de salaires, même pour un travail que je ne fournirais plus, tout en percevant mon indemnité de maire de Toulouse. Après tout, je m'en foutiste un jour, je m'en foutiste toujours. Caramba, j'apprenais quelques jours plus tard que notre bon maire Jean-Luc Moudin, toujours lui, cumulait depuis 2008 ses fonctions électives avec un poste de haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances pour un total de plus de 14 000 € mensuels. Encore raté. Alors, affaibli par ces 2 échecs successifs, j'ai cessé toute velléité d'accéder au poste de premier magistrat de la Ville Rose. Et le plus évident à mes yeux reste encore que je finisse cette chronique dans le même état d'esprit qu'à son début, à savoir dans l'insouciance la plus totale. Et pour cela, je prendrai exemple sur l'admirable Bruno Roger Petit, porte-parole de la présidence de la République au début du quinquennat Macron et surtout ancien journaliste de télévision, comme quoi rien n'est incompatible, qui en 97, après un journal télévisé, s'était amusé à jeter allègrement ses fiches par-dessus son épaule, comme si rien de ce qui avait été dit juste avant n'avait d'importance. Voilà. Allez. Salut les filles. Ce qui est important en tout cas, c'est que ne vous présentant plus, vous pourrez rester à Caramel Mou. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette émission. Allez, on va se quitter là-dessus les filles. C'est terminé pour aujourd'hui. Dans 30 secondes, on retrouve John Little by Little Show. Il doit déjà commencer à faire chauffer les platines. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les filles, bye.